s'est entouré du président de l'Assemblée nationale, de membres du gouvernement et du maire de Ouagadougou que Simon Compaoré, le président du mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti au pouvoir au Burkina Faso, a annoncé que le dossier du président Kaboré a été déposé au grand complet. D'ores et déjà, nous sommes certains, au regard de la minutie dans la préparation de notre dossier, qu'il ne reste plus qu'à dérouler notre stratégie de campagne sur le terrain, a-t-il ajouté, sous les acclamations des nombreux militants présents devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À 63 ans, le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, élu en 2015, brigue un nouveau mandat de 5 ans, et ce, en dépit d'un bilan miné par une situation sécuritaire dramatique du fait des attaques incessantes de groupes djihadistes. Mais son parti met en avant les réalisations en matière d'infrastructures routières, de santé et d'accès à l'eau potable lors de son premier mandat. Une dizaine de candidats, comme l'ex-premier ministre cadré Désiré Ouédraogo ou Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition arrivé deuxième à la présidentielle de 2015, devraient également déposer leur candidature contre le président Kaboré. Depuis l'annonce par le président Ouattara de sa candidature à un troisième mandat controversé, la situation politique est tendue en Côte d'Ivoire. Plusieurs chefs de file de l'opposition, tels que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, ont vu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Face à cette situation, l'Organisation de prévention des conflits, International Crisis Group, a préconisé un report de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. Alors que des violences préélectorales ont déjà fait une quinzaine de morts en août, un court report de l'élection offrirait une chance de sortie de la confrontation actuelle à travers un dialogue et d'apurer le contentieux qui rend improbable l'organisation d'une élection apaisée et transparente le 31 octobre, a estimé l'organisation indépendante. Elle met également en garde que la probabilité que cette élection accouche en l'état d'une crise grave est élevée. Parmi les sujets à discuter, l'ONG cite la composition de la Commission électorale indépendante, CEI, la révision du fichier électoral, les modalités de retour des exilés politiques et le sort de certains de ses partisans toujours emprisonnés. ICG invite l'opposition à faire des concessions réalistes comme un rééquilibrage de la Commission électorale indépendante plutôt qu'une dissolution pure et simple, et le pouvoir à autoriser le retour en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo, un geste capable d'apaiser le lourd climat actuel. L'organisation plaide enfin pour le transfert du pouvoir à une nouvelle génération afin de clore l'interminable crise ivoirienne alors qu'Alassane Ouattara, l'ex-président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo s'opposent depuis 3 décennies. Des manifestations étaient prévues dans quelques villes congolaises, dont Bukavu, le fief du docteur Mukwege, pour les 10 ans de cette enquête des Nations Unies sur les violations les plus graves des droits de l'homme en RDC, ex-Zaïre, entre 1993 et 2003. Le rapport proposait entre autres l'instauration d'un tribunal international pénal pour la République démocratique du Congo, rappelle le docteur Mukwege dans une tribune publiée par le journal français Le Monde datée de jeudi. Nous déplorons qu'aucune initiative ne soit concrétisée à ce jour pour appliquer ces recommandations, ajoute-t-il dans cette tribune co-signée avec l'ancienne procureure générale du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, Louise Arbour. La justice est indispensable pour briser le cycle des violences et de l'instabilité, avance le gynécologue congolais. Plus de 1300 personnes ont encore été tuées au cours du premier semestre 2020 dans les 3 provinces de l'Est, Ituri, Nord et Sud Kivu, rappelle-t-il, en citant les Nations Unies. Le docteur Mukwege regrette que d'anciens miliciens aient été intégrés dans les forces régulières au fil des programmes de démobilisation des groupes armés. Le débat est d'une actualité brûlante. Le président Félix Tshisekedi tend la main aux groupes armés congolais, toujours actifs dans les 3 provinces de l'Est. Certains ont répondu à son appel, moyennant un cahier des charges qui demande souvent l'amnistie et l'intégration de leurs combattants dans l'armée régulière. On ne peut pas continuer à récompenser les tueurs, il ne faut pas récompenser le crime, il faut qu'il y ait une forme de justice, estime la représentante des Nations Unies en RDC, l'Algérienne Leila Zerougui. Enfoui depuis 10 ans dans les tiroirs, le rapport des Nations Unies est devenu l'arme de guerre du gynécologue Denis Mukwege dans son combat contre l'impunité dans son pays.
La décision de la Cour de cassation française de rendre Félicien Kabouga à la justice internationale est bien accueillie des organisations de soutien aux victimes du génocide. Elles sont encore plus heureuses de savoir que c'est à Arusha, en Tanzanie, que le présumé financier du génocide rwandais sera jugé. C'est d'ailleurs normal pour le secrétaire exécutif de la Commission nationale rwandaise pour la lutte contre le génocide. Kabouga était recherché par le tribunal pénal international pour Rwanda, qui avait émis un mandat d'arrêt contre lui, déjà depuis plus de 20 ans. Donc il est tout à fait normal que ce soit cette juridiction qui dispose de la primauté de juger le suspect. Cette décision correspond même à notre souhait, parce que depuis le début de cette affaire, lorsque Félicien Kabouga a été arrêté, la Commission nationale de lutte contre le génocide avait déjà demandé qu'il soit transféré au mécanisme résiduel qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda pour qu'il soit jugé. Le procès de Félicien Kabouga est d'intérêt pour la communauté internationale. Au Rwanda, il est historique et nécessitera la participation des témoins. Pour eux, la Tanzanie pourrait être comme la porte d'à côté. Le fait de transférer Kabouga à Arusha permettra de rendre une justice de proximité. Parce que Arusha se trouve en Tanzanie, un pays frontalier du Rwanda. Le procès va être mieux suivi que s'il se déroulait sur un territoire beaucoup plus éloigné. Et Arusha permettra que les témoins puissent s'y rendre assez facilement. Recherché depuis une vingtaine d'années, Félicien Kabouga a été arrêté en banlieue parisienne le 16 mai dernier. Âgé de 87 ans aujourd'hui, il devra répondre de son implication dans le génocide rwandais qui, selon l'Organisation des Nations Unies, a fait 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, en 1994. 3 anciens proches de l'ex-président Blaise Compaoré, renversés en 2014 après 27 ans au pouvoir, ont déposé jeudi à la Commission électorale nationale indépendante leur candidature à la présidentielle du 22 novembre prochain. Parmi eux, Eddy Kamboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, parti fondé par Blaise Compaoré, et Kadri Désiré Ouédraogo, ancien premier ministre de Blaise Compaoré. Ils font partie des favoris du scrutin, qui voit le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré, lui-même ancien baron du régime avant de le quitter, briguer un second mandat. En vertu d'une loi interdisant la candidature de ceux qui avaient soutenu la modification de la Constitution désirée par Blaise Compaoré pour se représenter, le CDP avait été privé du scrutin en 2015. Ancien premier ministre de Blaise Compaoré, Kadri Désiré Ouédraogo, candidat du mouvement Agir Ensemble, a lui aussi déposé sa candidature. Pour cet ancien ambassadeur auprès de l'Union européenne, cette candidature est une offre de contribution patriotique pour la paix et la réconciliation nationale. Autre proche de Blaise Compaoré candidat, Gilbert Noël Ouédraogo, qui avait été également exclu de la présidentielle de 2015. Une dizaine de candidats, dont le président Kaboré, ont déjà déposé leur dossier. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, devrait le faire ce vendredi. Selon un document officiel publié ce jeudi, les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier ont renoncé à ce que le colonel Assimi Goïta, investi vice-président transitoire il y a quelques jours, puisse remplacer le président dans la transition qui vient de s'ouvrir en cas d'empêchement de ce dernier. En prenant cette décision, la junte accède là à une exigence primordiale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour lever les sanctions imposées au Mali le 20 août dernier, au premier rang desquelles un embargo commercial et financier. Le représentant de la CEDEAO au Mali, Hamidou Boli, a indiqué peu avant l'officialisation de cette concession que les sanctions pourraient être levées rapidement, parce qu'il y a eu des actions majeures de la junte en direction de la CEDEAO. Les militaires, dans le putsch, a parachevé des mois de contestation politique alimentée par l'exaspération des Maliens, se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une période transitoire de 18 mois. Ils ont élaboré une charte, document fondamental qui organise la transition et qui complète la constitution existante sur laquelle elle prévaut en cas de contradiction. Mais aucune version finale de cette charte n'avait été publiée avant ce jeudi, bien qu'elle ait servi, il y a quelques jours, à fonder l'investiture du président Bandaou et du vice-président de transition, le colonel Goïta. La charte assigne pour objectif à la transition
le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire, dont les 2/3 échappent au contrôle du pouvoir central, le redressement de l'État et l'organisation d'élections générales. Selon des informations relayées par la radio onusienne Okapi, 3 militaires, 6 miliciens et 2 civils ont été tués dans des combats entre l'armée et des membres du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, dans la nuit de mercredi à jeudi. 10 personnes ont été grièvement blessées, parmi lesquelles 6 miliciens et 4 soldats, a indiqué la même source. Les soldats de l'armée régulière auraient ouvert le feu pour disperser des miliciens qui voulaient s'en prendre à leur commandement. En présence des Nations Unies, le Front a signé un accord de paix avec le gouvernement congolais le 28 février dernier en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'accord prévoyait le cessez-le-feu, l'intégration d'anciens miliciens à l'armée régulière, ainsi qu'un projet de loi pour amnistier les rebelles, sauf pour les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Les combattants, plusieurs centaines, étaient depuis cantonnés dans l'attente de leur réinsertion. Le front est une survivance du conflit communautaire qui avait fait des dizaines de milliers de morts en Ituri entre 1999 et 2003, jusqu'à l'intervention d'une force européenne, Artemis, sous commandement français. L'un de ses ex-chefs, Germain Katanga, est sorti de prison en mars dernier après avoir été condamné à 12 années de prison par la Cour pénale internationale pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Région riche en or, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud, l'Ituri est agitée par un autre conflit dans sa partie nord. 1 millier de personnes ont été tuées depuis décembre 2017 dans le territoire de Djougou.